Merci beaucoup de cette invitation qui est un immense honneur, mais bon, aussi, j'avoue, une assez forte angoisse. Donc bon, j'émerge à peine de la boîte de Donormil que j'ai dû avaler hier soir pour gérer mon insomnie anxieuse. Donc merci Gladys d'être là pour me soutenir. Donc la demande que m'a fait Gladys, c'est d'être présent toute la journée, et ça a été un très grand plaisir de vous écouter toutes et tous, et de vous faire un retour un peu décalé, au sens de faire un pas de côté avec un point de vue peut-être un peu différent et un peu distancié, au sens où, comme je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni médecin, ni voilà. Je ne suis pas pris dans les enjeux ni dans les usages de la communauté, et donc bon, je peux peut-être avoir un regard un peu distancié, effectivement. Alors quand même, pour vous dire d'où je parle, parce que c'est important pour vous, parce que du coup je vais vous faire un retour relativement subjectif nécessairement, et donc nécessairement extrêmement biaisé. Donc pour vous permettre de neutraliser ça quand même, d'où est-ce que je parle et quelle est mon identité professionnelle, pour reprendre le terme employé ce matin par Dana Castro dans sa magnifique intervention, identité professionnelle. Je la définis comme chercheur en sciences sociales et philosophie de la santé mentale au CNRS, et je considère tous les mots importants. Voilà. Alors, donc, je vais faire une restitution de ce que ça m'a inspiré au fur et à mesure, de façon un peu chronologique. Et donc, ça a commencé par notre rencontre ce matin à l'accueil. Et j'ai découvert le titre de cette revue, donc journée d'études de 2023 du CNCDP, avec ce jeu de mots que j'ai trouvé vraiment fabuleux: surveiller et punir, veiller et unir. Alors c'est magnifique, et j'ai adoré ça, et ça m'a paru tout à fait représentatif de la capacité des psychologues à identifier en fait le sous-jacent derrière le manifeste, et à tenir ensemble en fait les contraires et nos contradictions, nos ambivalences. Et ça, c'est une capacité qui nécessite un long entraînement théorique, pratique et aussi personnel, une capacité à tenir face à la complexité, face à l'incertitude, face aux injonctions contradictoires aussi. Et c'est une capacité, une compétence même, qui est vraiment très utile, parce que ça évite le besoin et même la compulsion d'avoir recours au simplisme, parce qu'on ne fait pas face à la complexité. Donc cette capacité, cette compétence à nous aider toutes et tous à débrouiller les nœuds qu'on fait dans nos vies ou que nos vies nous font, parce que quand même ni nous ni nos vies ne nous laissons prévoir, définir, codifier, quels que soient les efforts de certains de nos politiques et de certains de nos scientifiques pour tenter de le faire. Alors c'est une compétence extrêmement nécessaire, mais dont on peut craindre quand même qu'elle puisse finir par s'éteindre si d'aventure différents projets de protocolisation, voire d'instrumentalisation de la psychologie qu'on voit se développer à de multiples endroits, venaient à leur terme. Alors pour en prendre un seul exemple, mais évidemment il y en a des dizaines, certains ont été évoqués dans cette journée. On peut prendre par exemple les directives pluriquinquennales, enfin les directives interministérielles de politique pluriquinquennale de développement des compétences psychosociales de la totalité des enfants de France, et par voie de conséquence de leur environnement, dont leurs parents, sur la base de programmes dits evidence-based, et donc mobilisés à ce motif-là, mais dont en réalité l'inefficacité est evidence-based. C'est-à-dire que quand on regarde la littérature, et je vais y revenir beaucoup sur la question de l'efficacité parce que ça a été un petit débat là, l'inefficacité est très amplement démontrée de beaucoup de ces programmes. Donc, alors il y a plein de raisons pour lesquelles c'est inefficace, mais ce qui les rend entre autres à mon avis inefficaces, c'est sans doute ce déni, ce rejet de ce qui constitue, me semble-t-il, justement le cœur du métier des psychologues, c'est-à-dire cette attention portée à l'humain, à la singularité, à la relation. Alors, on aurait dit avant au transfert, je ne sais pas si on dit encore, mais on dit encore au transfert, donc. Et cette compétence aussi à distinguer parmi tout ce qui est vrai, ce qui est également pertinent. Parce que tout le vrai n'est pas pertinent. Généralement, le pertinent est vrai quand même. Ça, c'est important de le rappeler quand même. Et ça, c'est une capacité qui est tellement importante et tellement exigeante que les Grecs anciens lui avaient donné un nom, c'est la phronésis.
Et cette phronésis, ça nécessite la pertinence, hein, nécessite certainement des compétences théoriques, scientifiques, techniques, mais aussi et surtout une intelligence de l'humain, du social et une compétence pratique qui s'acquiert longuement. Et ça a beaucoup été dit également ce matin par Dana Castro, pardon si j'écorche les noms, mais ça s'acquiert au fur et à mesure dans la collégialité et dans le travail de façonnage progressif d'une expérience médiée par du tiers et de la capacité théorique, etc. Et aussi par un travail réflexif. Donc elle a beaucoup insisté sur ça, un travail sur soi, comme on disait peut-être encore avant, peut-être on dit encore. Et alors, si c'est très différent, donc cette phronésis, c'est très différent du logos, dont Bruno nous a parlé tout à l'heure, du logos entendu comme science. Et contrairement à ce que laisse supposer l'affiche qu'on a vue ce matin derrière le dos de notre ministre de tutelle ici, et Damien l'a également pointé, cette affiche, savoir c'est pouvoir. Bah non, enfin oui, mais pas que. C'est-à-dire ça ne suffit pas. C'est-à-dire ça ne suffit pas. J'y reviendrai. Alors, puisqu'on est sur la question de la pertinence, venons-en à une évaluation de pertinence, un certain nombre de choses. Et par exemple, mon soutien psy, qui a été beaucoup évoqué. Et Gladys, ce matin, mentionnait quelque chose qui est que si d'aventure on était suivi par un psychiatre pendant plus de 6 mois avec des médicaments, on n'aurait plus accès à des psychologues. Et donc à des soins psychologiques ou de la psychothérapie. Alors, comme disent les jeunes, sincèrement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que si vous êtes dans la configuration que vous ne pouvez pas accéder à des soins psychologiques et que donc, du coup, vous avez accès à des soins médicaux qui, un peu par construction, vont vous prescrire du psychotrope, vous vous retrouvez dans la situation que vous ne pourrez plus jamais en sortir. Espèce de paradoxe quand même étrange. Ce d'autant quand on s'intéresse à l'efficacité de tout ça. Et en particulier à l'efficacité des médicaments. Mais je vais revenir sur celle des psychothérapies, malheureusement aussi. Alors, on a des tombereaux de littérature expérimentale, d'essais contre... Quand je dis des tombereaux, c'est si on prend la dernière méga-analyse de Leichenring et Ioannidis 2022 dans World Psychiatry, 102 méta-analyses synthétisées, 4000 essais contrôlés randomisés, 650 000 patients dedans. Conclusion, sur les 12 grandes catégories de troubles mentaux du DSM, psychothérapie et pharmacothérapie confondues. C'est quoi le résultat de ça? Évaluation d'efficacité. D de Cohen égale 0,3. Alors ça ne parle pas forcément immédiatement à tout le monde, D de Cohen égale 0,3. Mais si je vous donne un équivalent clinique sur l'échelle de Hamilton pour la dépression, que tout le monde ici probablement connaît, l'échelle de mesure de la sévérité, entre 0 et 52 points, etc. D de Cohen égale 0,3, qui est donc le résultat de cette méta-analyse sur 20 ans de travaux, ça fait 2 points Hamilton. Vous savez que 2 points Hamilton, vous avez déjà 6 points, si ce n'est 8, je ne sais plus, sur le sommeil. Donc en gros, n'importe quoi qui vous sédate, un petit Donormil là, ça fait 2 points Hamilton. Hein, et ça ne qualifie pas pour quelque chose qui soigne la dépression. Alors, et ça c'est quand même tellement solide que la conclusion des auteurs, c'est que c'est un effet plafond. C'est-à-dire, on ne fera pas mieux. On ne fera pas mieux en faisant la même chose. Parce qu'on en a déjà tellement fait que c'est bon. On a fini le truc. Alors, c'est ça des médicaments. Bon, ça, éventuellement, ça peut nous réjouir, si je peux dire, quoique, bon, pas forcément. Mais c'est ça aussi des psychothérapies. C'est-à-dire, dans cette même méga-analyse, on a le même résultat pour les psychothérapies. Alors ça, c'est plus consternant pour nous quand même. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quelle psychothérapie? C'est-à-dire, ce sont celles des psychothérapies qui sont évaluées dans les études expérimentales, qui sont synthétisées dans les méta-analyses. Et quelles sont-elles? Ce sont généralement des thérapies protocolisées, de courte durée, qui font l'hypothèse qu'il existe des facteurs spécifiques techniques qui sont associés à des pathologies spécifiques isolables. Alors, énorme sujet dont Franck, je ne sais pas si Franck est... Non, c'est dommage, ça aurait été plus drôle. Mais bon. Alors, Franck nous disait, on a toute une littérature pour montrer ça. Mais c'est vrai. Mais elle montre ça, ce genre de taille d'effet. Vous connaissez probablement les travaux de Bruce Wampold. Bruce Wampold a énormément travaillé
sur une analyse critique de ces résultats d'efficacité autour de la comparaison de ce qu'il appelle modèle des facteurs spécifiques et modèle des facteurs communs, plus généralement, plus largement modèle contextuel. Et Bruce Wampold montre fort bien que ce ne sont pas des facteurs spécifiques qui ont une efficacité spécifique sur des troubles spécifiques, ce sont des facteurs généraux tels que la qualité du cadre psychothérapique, la congruence de la théorie avec la vision du monde du patient, l'accordage entre les visions du monde du thérapeute. Bon, tout un tas de facteurs qui sont essentiellement de cadre, de relations et de contextualisation. Et l'intérêt des travaux de Wampold, qui ont été publiés beaucoup dans The Great Psychotherapy Debate, très bon livre, hein, c'est que Wampold, c'est un psychologue, psychothérapeute, certes, mais c'est un statisticien. Donc il est rentré très très profondément, très très en détail dans les résultats empiriques publiés. Ce n'est pas juste une position de principe. Donc on est sur une situation actuellement... Merci beaucoup, c'est gentil. On est sur une position... Bon, si on est honnête, épistémologiquement, ça reste débattu. Ma position est que Wampold a raison et que c'est le modèle contextuel qui explique le mieux les résultats qu'on obtient. Bon, pour un sociologue, ça ne vous surprendra pas tellement, mais du coup, ça a des conséquences très très importantes sur qu'est-ce qu'on va proposer. Et si on propose une nomenclature où on va associer dans un tableau à double entrée un trouble, chaque trouble avec des techniques spécifiques qui seraient supposées le résoudre, eh bien, on n'est pas congruent avec la réalité de ce qu'on peut tirer de la littérature scientifique disponible, encore une fois, des milliers d'essais contrôlés, randomisés et des centaines de milliers de patients pendant des dizaines d'années. Donc, c'est très, 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 très solide. La conclusion de Leichenring et Ioannidis, c'est de dire on est en échec paradigmatique quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on est au bout d'un mode de pensée. Il faut penser les choses différemment. Bon. Alors, pour poursuivre là-dessus, donc, quand le ministre donc, de la Santé nous dit ce matin qu'il en appelle à votre bonne volonté pour participer à l'effort de guerre de la santé publique, et qu'il nous dit que, donc, sous-entendu qu'il aimerait subordonner l'activité des psychologues à l'activité du service de santé publique de l'État, bon, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, pour être clair. Pourquoi ? Parce que la santé publique va utiliser ces dispositifs méthodologiques pour proposer, comme Franck l'a très clairement dit, des nomenclatures de techniques spécifiques associées à des troubles spécifiques, le tout dans un contexte généralement très médicalisé, parce que vous savez qu'il y a au moins 2 grandes écoles de la santé publique, mais depuis qu'on a perdu le CFES et que ça a été remplacé par Santé publique France, c'est quand même essentiellement une vision médicale de la santé publique. C'est plus de la médecine publique que de la santé publique. Alors, le ministre de l'Éducation, ce matin, donc, qui avait sa belle affiche là, orwellienne derrière lui, de l'enseignement supérieur, pardon, de l'enseignement supérieur, oui, c'est une déformation de l'enseignement supérieur, nous a dit que les psychologues étaient à la croisée des sciences humaines, des sciences cognitives et des sciences de la santé. Et il a oublié un élément que Gladys avait bien pris soin de rappeler le matin, c'est qu'il y a aussi les sciences sociales. Et que la formation des psychologues doit intégrer nécessairement les sciences sociales, c'est-à-dire une compréhension de ce dans quoi vivent les personnes. Et aussi, au-delà de ça, parce qu'il y a toute une épistémologie de l'esprit qui montre, Vincent Descombes par exemple, qui montre fort bien comment nos esprits sont socialement construits. Non pas seulement que nous vivions dans des sociétés, mais les fondements même de nos esprits reposent sur des catégories sociales. Et donc, une bonne maîtrise des sciences sociales, de l'anthropologie, de l'épistémologie est absolument fondamentale pour pratiquer la psychologie. Donc, on appelle ça le socius, d'ailleurs, la part sociale de notre identité psychique. Alors, puisque le psychisme est socialement construit et repose sur des fondations sociales, ça implique donc que chez l'humain, il y a de la contingence et pas seulement de l'essence de la nature. C'est ce que Bruno a rappelé tout à l'heure en disant fort bien et fort justement ce qui n'est pas toujours dit, que dans les sciences cognitives, il y avait une épistémologie naturaliste et que le psychisme ne s'inscrivait pas nécessairement seulement dans une épistémologie naturaliste, même si évidemment il faut un cerveau pour penser. Alors,
Donc c'est pourquoi, parce qu'il y a de la contingence, et pas seulement de l'essence, et pas seulement de la nature, on ne peut pas réduire la psychologie ni la subordonner à la santé publique, parce que la santé publique, elle est nécessairement adossée à un projet politique, et c'est pas, comment dire, trop critique de le dire, c'est consubstantiel de la chose, c'est l'État qui propose des dispositifs pour sa population, donc nécessairement c'est ancré dans un projet politique, et le plus souvent quand même médico-politique, le plus souvent ancré dans le MCO, ça a été dit ce matin aussi, dans la manière dont les médecins avaient de traiter la souffrance psychique à une certaine époque et encore maintenant, sincèrement. Alors, et aussi, par ailleurs, parce que quand un politique affirme, hein, comme on l'a vu sur cette affiche, que savoir, c'est pouvoir, je ne pense pas qu'il faille seulement y voir une référence à l'épistémologie des Lumières, hein, et à l'émancipation par la science. Je pense qu'il faut quand même y voir aussi le fait que c'est vrai, le pouvoir réside beaucoup dans nos sociétés complexes, dans l'appropriation du savoir. Et c'est-à-dire, ça passe aussi par la définition, y compris politique, de ce que c'est qu'un savoir légitime, et donc un pouvoir légitime, et également un pouvoir d'exercer légitime. Alors du coup, c'est pourquoi, et c'est quand même l'objet de la journée, définir par la loi ce que c'est qu'un psychologue, le titre de psychologue. Alors, je ne vais surtout pas remettre ça en question. Hein, parce que... Mais bon. Non. Juste, j'en parle. Voilà. Donc, on nous a rappelé que ça a été long et qu'on ne va pas toucher à ça. Mais quand même, c'est une entreprise périlleuse. Et il a été mentionné à l'époque de l'amendement Accoyer où il y a eu une résurgence de tous ces questionnements. Comment peut-on labelliser la compétence de quelqu'un, etc. Bon, on se souvient que les psychanalystes n'ont pas voulu se plier à ce qu'on définisse le titre de psychanalyste. Bon, au motif, entre autres, que, dit-on, l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Donc, alors, est-ce que ça leur a vraiment réussi? Moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ils sont toujours là, moins, mais quand même. Alors, donc, Jean-Pierre Soeur, Jean-Paul, Jean-Pierre Soeur, a rappelé ce matin qu'il ne fallait pas que la psychologie tombe sous la tutelle des médecins, je pense que c'était son terme, et même qu'il ne fallait pas qu'elle tombe, il n'a pas dit sombrer, mais qu'elle tombe dans l'hygiénisme dans laquelle seule la médecine serait légitime à agir ou à même à penser la souffrance psychique. Et alors, c'est intéressant parce que Bruno, tout à l'heure, nous a dit « Vous êtes les gardiens du savoir ». Et nous sommes, et ils sont, pardon, les psychiatres, les gardiens du soin. Effectivement, Iatros, le médecin, Logos, la science. Alors, il se trouve qu'à l'époque, à peu près, même genre de l'amendement Accoyer, il y a eu la première campagne nationale d'information sur la dépression, menée par l'INPES. Dépression, en savoir plus pour en sortir, ça s'appelait. Et donc, j'étais très impliqué dans ça. Ouais. Bon, j'assume quand même. J'ai été très impliqué dans ça. Et on a fait un pré-post pour mesurer l'effet de ça sur la population, et les gens étaient très contents. Voilà. À part ça, ça n'a rien fait. Là, je parle des gens le grand public, pas les autres. Donc, et donc, j'ai participé à la commission qui a produit ça. Et dans cette commission, c'était très pluriprofessionnel. Donc, il y avait des psychiatres, il y avait des sociologues, il y avait des psychologues. Et alors, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait des très bonnes relations de travail, des très bonnes collaborations entre psychiatres et psychologues. Suffisamment bonnes. Suffisamment bonnes. Même suffisamment. En tout cas, dans ce groupe de travail, en effet, elles étaient suffisamment bonnes dans la mesure où elles n'existaient pas, en fait. C'est-à-dire que les psychologues étaient, ça n'existe pas, mais silenciés par les psychiatres. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas voix au chapitre, tout simplement. Et je me souviens, à cette époque-là, de m'être dit, mais c'est choquant. Mais si les psychologues avaient un PhD, est-ce qu'ils joueraient à armes égales avec les médecins, ou même un doctorat d'exercice?
Alors j'ai entendu ce matin que c'était peut-être compliqué à mettre en œuvre, etc. Bon. Mais par ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça marcherait parce que je me souviens dans cette commission, il y avait une de mes collègues du Césame à l'époque, laboratoire d'Alain Ehrenberg, qui était certes sociologue, mais qui était par ailleurs pharmacienne. Et pour autant, les psychiatres qui étaient là ne lui accordaient pas plus le droit d'avoir une quelconque opinion sur les ISRS qu'aux psychologues ou qu'aux sociologues que j'étais, n'étant pas pharmacien. Donc, il y a quelque chose que Bruno, là encore, j'aime beaucoup citer Bruno Falissard, a très très bien décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que les psychiatres ont un rapport au savoir qui n'est pas le nôtre. Et là, je me mets avec vous. Qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que les psychiatres ont des pouvoirs de police, quand même, comme il l'a bien mentionné. Et donc, ils ont des positions d'autorité. Il l'a dit, c'est pas moi. Il l'a dit. Ils ont des positions d'autorité. Ils ont le droit d'enfermer les gens. Et puis, dans les hôpitaux, c'est très hiérarchique. Il y a des chefs, des sous-chefs et des psychologues. Alors, le statut du sociologue, c'est intéressant. Peut-être j'y reviendrai, mais plus encore le statut du philosophe. Parce que... Il reste 5 minutes. Ah, je vais aller vite alors. Mon Dieu, j'ai pris beaucoup de temps. Donc, oui. Et donc, ce rapport à l'autorité, les psychiatres ont parfois tendance à oublier que c'est S-fonction, c'est pas intuitu personae. C'est-à-dire que quand ils sortent de leur poste, normalement, ils n'ont plus ce statut d'autorité. Ça n'empêche pas de l'exercer, y compris dans tous ces groupes de travail. Et donc, c'est quand même un sujet. Et d'ailleurs, pour poursuivre, alors là, en rebondissant sur l'exposé vraiment d'un humour caustique extrêmement rafraîchissant de Damien ce matin, l'humour, ce qui m'a rappelé que l'humour, c'est quand même la politesse du désespoir. Hein. Donc, ouais. Et donc, Damien nous a cité les propos d'un de ses amis, en nous disant, bon, bah ouais, c'est un ami, imaginez ce que ferait un ennemi. Alors moi, je vais vous dire ce que fait un ennemi dans ce champ-là. Parce qu'il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai publié avec Sébastien Poinou, Frédéric Schaff du HCFEA, un ouvrage chez Champ Social qui s'appelait « Le silence des symptômes », dans lequel on décrivait des enquêtes tout à fait banales dans le SNDS, d'épidémiologie de la consommation de médicaments, on montrait une augmentation. Et puis on a un peu vulgarisé ça dans The Conversation. Et puis on a eu la surprise un jour et la consternation de recevoir un mail du rédacteur en chef de The Conversation, accompagné de la copie d'un courrier que lui avait envoyé, il faut le dire, une jeune médecin de santé publique qui venait d'être diplômée et qui se présentait comme conseillère du ministre de la Santé d'ici de l'époque. Et qui, pour ainsi dire, le menaçait s'il ne retirait pas notre article au motif que nous étions des escrocs, des charlatans, et qu'elle avait refait tous les calculs et que tous les calculs étaient faux. Alors, si vous avez déjà travaillé avec le SNDS, vous savez que ce n'est pas trop une calculette qu'on met sur un bureau. Donc, bon, j'ai refait tous les calculs dans la nuit, ils sont tous faux. Okay. Donc, c'est très désagréable. Bon, on a eu quelques réactions un petit peu, bon, voilà, d'appel à différents comités. Et donc, c'est là qu'on voit la pertinence d'avoir des tiers, quand même, des comités tiers qui vont juger de la déontologie. C'est intéressant, mais c'est un exemple. Alors, je ne saurais jamais si elle a été atteinte d'un hubris pathologique et qu'elle s'est crue autorisée à. Alors, il semblerait, parce que quand même, dans la réponse qu'elle a faite au CNOM, parce qu'on a saisi le CNOM, elle nous dit qu'en tant que médecin, elle avait le devoir de nous dénoncer. Dit-elle. Alors, bon, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas la première fois ni la seule que c'est arrivé. C'est aussi arrivé par un truc un peu plus institutionnel, encore plus grave, c'est qu'une fois, Santé publique France a tenté de faire interdire une de mes conférences au SNM-PMI. Alors, la syndicat nationale des médecins de PMI, qui portait sur le programme SFP de formation aux bonnes pratiques parentales, qui en vérité sont mauvaises et inefficaces, voire délétères, mais néanmoins promues par la directive interministérielle pluriquinquennale. Donc là aussi, c'est extrêmement désagréable, mais ça vient suggérer que critiquer ça, analyser ça, ça vient toucher quelque chose d'assez fondamental dans le dispositif de santé publique. Et je pense que c'est extrêmement grave de faire ça. Bon, à titre individuel, c'est rigolo, ça me permet d'en parler dans des conférences, c'est sympa. Mais d'un point de vue global, ça détruit quand même fondamentalement les conditions même d'exercice du raisonnement scientifique. Le raisonnement scientifique repose sur le conflit, la disputatio, comme on dit, si on veut faire latin. Mais si
on en vient à faire des passages à l'acte avec des tentatives de destruction ad hominem, la science, le progrès, plus rien n'est possible. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Donc voilà. Alors c'est quand même très important. Et je pense que les psychologues, dans leurs compétences qu'ils ont pour travailler dans les institutions, l'accompagnement d'institutions complexes, donc généralement conflictuelles à l'intérieur d'elles-mêmes, ont aussi un rôle à jouer dans cet accompagnement de la conflictualité. Il faut restaurer les conditions de la conflictualité. Aujourd'hui, on est en train de les perdre, ces conditions. Et ça a été dit ce matin par Valérie, je ne vais plus le retrouver, mais dans ces termes, c'est la science qui clôt. Hein, l'idée, c'est que ce type de science qu'on mobilise là, c'est de la science qui clôt plutôt que de la science qui ouvre et qui ouvre au débat et qui permet la progression. Donc, il faut revenir à ces pratiques humaines, ces pratiques singulières, ces pratiques complexes qui comprennent et tolèrent l'ambivalence, la contradiction, la difficulté, le temps long. Et seulement à ces conditions-là, on va, je pense, pouvoir avoir des pratiques efficaces, respectueuses d'abord des gens, efficaces sur le long terme et qui seront adaptées à la vie des gens dans leur contexte. Et à ce moment-là, on aura fait du bien. Il est possible que si on ne fait pas ça, on fasse du mal quand même.